Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un test de 40 questions. Alors c'est une série un peu spéciale, c'est les nouveaux examens de 2022 avec des questions bien particulières. Vous retrouverez l'ambiance qui vous sera demandée le jour de l'examen de code. Donc 40 questions, vous répondez, ensuite on fait la correction ensemble, je vous dis ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut changer, je vous donne la règle. Vous avez l'habitude maintenant. J'ajoute une petite particularité sur les tests, à chaque fois vous me posez des questions après en commentaire, sauf que pour vous donner la réponse et vous donner la règle, il faut que vous me mettiez le numéro de la question. D'accord? Vous mettez le numéro de la question et vous me dites voilà, sur ce point-là, est-ce que c'est priorité, pas priorité. Comme ça, je peux retourner dessus et vous répondre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Du coup, on va commencer à travailler. Je vous laisse attraper un papier, un stylo. Et on va commencer avec la première question, ce nouveau test, examen 2022. Alors, si vous êtes prêts, on est parti. Question 1. Pour tourner à gauche à cette intersection, je maintiens mes clignotants allumés à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe avant les usagers venant en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, première question, intéressante. Donc, on nous dit que on va tourner à gauche. Donc déjà, première chose, on constate qu'on est bien placé, puisqu'il y a deux voies, et que je suis dans la voie de gauche. Donc, je suis bien placé pour aller à gauche. Puisque je suis bien placé pour aller à gauche, je maintiens mes clignotants allumés, pour pouvoir communiquer avec tout le monde, ceux qui arrivent en face, ceux qui veulent traverser, ceux qui sont derrière. D'accord? Je vous rappelle que le clignotant, c'est pas juste pour celui qui est devant, c'est pour beaucoup d'usagers qui sont autour de vous. Donc oui, je le maintiens allumé. Est-ce que je passe avant les usagers venant en sens inverse? Ben non, d'accord? Vous avez le feu vert. Donc le feu vert, ça veut dire que si je continue tout droit, tout le monde est bloqué et je serai prioritaire et je pourrai passer sans difficulté. C'est-à-dire que les piétons, les véhicules qui viennent de gauche, de droite, auront le rouge, les piétons aussi. Mais à partir du moment où j'ai le feu vert, mais je quitte l'axe principal pour tourner à gauche ou à droite, eh ben forcément, je vais perdre la priorité. Donc, comme je vais couper la voie des véhicules qui arrivent en face, qui eux ont le feu vert, eh ben ce sera à moi de m'arrêter, de patienter, de les laisser passer, et ensuite de pouvoir m'engager une fois que ce sera nécessaire. Donc, pour tourner à gauche à cette intersection, je maintiens mes clignotants allumés. Oui, réponse A. Est-ce que je passe avant les usagers venant en sens inverse? Non, réponse D. Allez, question suivante. Je ralentis sans m'arrêter. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je continue à cette allure. Réponse C. Alors, c'est pas très compliqué. Celle-là, je vous laisse répondre. Ça fait partie des petites questions pièges que Monsieur Code aime bien faire, puisqu'il veut savoir si vous êtes un casse-cou ou si vous êtes plutôt une personne raisonnable et sensée qui va être prudente sur la route. Donc, ça vous arrive peut-être quand vous êtes piéton de vous retrouver dans cette situation-là. Donc, un piéton, c'est un usager qui est vulnérable. D'accord? Alors oui, il est pas prioritaire, ils ont rien à faire ici. D'accord? Ils sont pas engagés, on va dire, mais ils sont sur un terre-plein, c'est serré. Là, la personne, elle a l'air d'être engagée. Moi, je constate ici, d'accord, j'espère que vous l'avez fait, que vous avez observé l'allure, parce qu'en fonction de l'allure, on peut avoir la réponse. On est à 14 km/h, ce qui est très peu. Donc, je vais pouvoir m'arrêter tranquillement, sereinement, sans que ce soit abrupt, en laissant le temps à celui qui est derrière de m'arrêter, et je vais laisser passer les piétons. Ok? Vous voyez que il vous met quand même des propositions pour un peu vous inciter en erreur. D'accord? Mais là, la réponse était je m'arrête, la réponse B. Allez, question suivante. Une vidéo.
Le radar de recul permet de détecter tous les obstacles à temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Me dispense de contrôle direct. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok. Alors, le radar de recul permet de détecter tous les obstacles à temps. Le radar de recul, vous savez ce que c'est? On le trouve à l'arrière des véhicules sur le pare-choc. Quand vous serez dans la rue, vous jetez un coup d'œil, c'est les petits ronds qui sont sur les pare-chocs qui permettent de détecter ce qui arrive derrière. En général, c'est très bien pour détecter des obstacles qui ne sont pas en mouvement. C'est pour ça qu'on les utilise pour les stationnements. En général, c'est pour avoir le mur derrière ou le véhicule et s'arrêter au bon endroit. Mais si vous êtes en train de marcher comme c'est le cas là, ça va pas vous aider plus que ça, puisque au moment où il va vous détecter, c'est le moment où vous serez derrière la voiture, ce qui est trop tard et puisqu'il y aura un risque d'impact. Donc ça permet de détecter tous les obstacles à temps. Non, pas tous. Les obstacles qui sont fixes, oui, mais s'il y a un obstacle qui est en mouvement, comme vous qui marchez, un vélo, une voiture ou autre, là ça ne sera pas très utile. Donc non, pas tous les obstacles à temps. Est-ce que ça me dispense de contrôle direct? Donc le contrôle direct, c'est quand vous vous retournez et que vous regardez, que vous utilisez ni la caméra que vous pouvez avoir sur certains véhicules, ni les rétroviseurs. Donc non, ça ne me dispense pas de contrôle direct. Le contrôle direct est obligatoire. Lorsque vous faites marche arrière, vous le verrez avec votre moniteur, il va tout le temps vous demander de vous retourner et d'observer. Parce que en regardant en direct, vous pourrez avoir une vision qui est plus importante et voir s'il y a un obstacle. Si vous regardez dans le rétro, vous avez vu la taille d'un rétro, donc avoir une aussi petite vision, c'est très dangereux. S'il y a un enfant qui passe derrière dans le rétro, vous ne voyez pas. Donc la vision directe est obligatoire. Même l'inspecteur lors du permis de conduire pourra vous le demander. Et si vous ne le faites pas, ça peut être un motif d'ajournement. Donc on regarde toujours en direct. On peut jeter un coup d'œil sur les rétros, mais la vision directe est vraiment indispensable et c'est ça qu'il veut vous expliquer Monsieur Code. Et il veut savoir surtout si vous le savez. Donc, me dispense de contrôle direct? Certainement pas. Réponse D. Donc c'était réponse B et D. Allez, question 4. En panne sur un passage à niveau, je dois sortir de ma voiture. Réponse A. Rester dans ma voiture pour appeler les secours. Réponse B. Composer le 112. Réponse C. Alors, passage à niveau, un endroit très 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 dangereux, donc pas de chance si vous êtes en panne sur le passage à niveau. Il faut se méfier parce que ça peut vous arriver, parfois c'est en montée, ça peut nous arriver de caler ou autre. En tout cas, si vous êtes en panne, vous ne pouvez plus déplacer votre véhicule, vous êtes en très grand danger. Donc vous devez immédiatement sortir de votre véhicule, faire descendre tous vos passagers pour aller vous mettre à l'abri. Ensuite, composer le 112, ça vous aidera pas plus que ça. Par contre, très proche des passages à niveau, vous avez tout le temps un téléphone que vous pouvez prendre. Vous allez avoir un opérateur et lui dire je suis bloqué. Alors sur le téléphone au-dessus, il y a un numéro, un peu comme ce qu'on retrouve sur les autoroutes. Vous donnez le numéro pour qu'il vous identifie et ensuite lui préviendra directement les éventuels trains qui peuvent arriver pour qu'ils s'arrêtent et qu'il n'y ait pas de danger ou de risque d'accident. Donc, réponse A, je sors de ma voiture, je fais descendre tous mes passagers, je me mets à l'abri, et ensuite je vais au téléphone qui est lié au passage à niveau, et je donne l'alerte en disant je suis en panne au numéro temps, etc. pour qu'il n'y ait pas d'accident et que le train ne vous percute pas. Voilà, donc la réponse c'était A. Le risque immédiat se trouve en zone A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D.
Alors, question 5. Là, on est dans la perception. Et ça, c'est très important parce que votre formation du code, elle est là pour vous donner une perception de ce que vous allez retrouver sur la route. La perception, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'éduquer votre cerveau pour que quand vous serez en voiture et que vous arrivez dans ces situations-là, par exemple, qu'il sache reconnaître une situation dangereuse et que tout de suite, il déclenche en vous, attention, ça c'est dangereux, et derrière, vous aurez la bonne réaction et la bonne attitude. Donc la perception, c'est ça. Là, on voit bien qu'on nous propose plusieurs zones. Donc, la première chose, si on prend dans le rétro, là, le D, on voit qu'il est derrière nous, il n'y a pas de souci particulier, on n'a pas de raison de s'en méfier. Le C, c'est le véhicule qui est devant nous et qui est loin, donc pas de problème. On voit le véhicule B qui arrive en sens inverse, mais il est dans sa voie, donc il n'y a pas de problème particulier. Par contre, là, on voit que le véhicule A, qui arrive de gauche, on ne sait pas s'il va s'engager ou pas, normalement pas. Mais c'est le premier obstacle que je vais rencontrer, et puis c'est lui qui est en train de s'engager et qui est dans une situation qui est un peu plus délicate, qu'on ne peut pas anticiper, alors que les autres, oui, ils vont tous dans le même sens, donc a priori on peut l'anticiper, il n'y a pas de problème. Donc le risque immédiat se trouve dans la zone A. Je vais particulièrement surveiller ce véhicule-là pour m'assurer qu'il ne s'engage pas au moment où j'arrive. Donc réponse A. Dans le véhicule, je dois obligatoirement posséder le constat amiable. Réponse A. Le carnet d'entretien du véhicule. Réponse B. Le procès-verbal du contrôle technique. Réponse C. L'attestation d'assurance. Réponse D. Alors, dans le véhicule, je dois obligatoirement posséder. Alors, le constat amiable, carnet d'entretien, le procès verbal du contrôle technique, attestation d'assurance. Donc, c'est mieux d'avoir les 4 déjà. D'accord? C'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'avoir les 4. Le constat amiable, il n'est pas obligatoire. Le carnet d'entretien du véhicule, c'est pour la mécanique et l'utilisation de votre voiture. Ce n'est pas une obligation. Le procès verbal du contrôle technique, non plus. Par contre, l'attestation d'assurance, vous devez toujours l'avoir sur vous. Le véhicule est immobilisé si vous n'êtes pas assuré. Donc vous devez avoir 3 choses. Votre permis de conduire, la carte d'identité du véhicule, qu'on appelle la carte grise, et l'attestation d'assurance. C'est les 3 documents que vous devez présenter en cas de contrôle des forces de l'ordre. Après, pour le reste, ce sont aussi des choses importantes qu'il faut avoir dans sa voiture. Mais là, c'était la réponse D qui était obligatoire. Ok, donc on lit bien la question. C'est obligatoire. Donc on veut la loi, la règle. Si on avait dit il est préférable de, à ce moment-là, on aurait éventuellement pu mettre beaucoup plus de choses. Mais dans la question, avec obligatoire, ça veut dire que Monsieur Code, il veut pas tergiverser, il veut la règle. Obligatoire, contrôle des forces de l'ordre, est-ce que vous avez une amende ou pas? Donc réponse D. Mon utilitaire de 3 tonnes a plus de 4 ans. Je dois effectuer un contrôle technique tous les ans. Réponse A. Tous les 2 ans. Réponse B. Tous les 4 ans. Réponse C. Alors, le contrôle technique. Donc, plusieurs choses. Hein. Je vous donne plein d'éléments, mais le but, c'est que en même temps, vous appreniez des choses et que vous les reteniez pour les questions qui viendront après. Donc, un utilitaire, un véhicule quand il est neuf, un utilitaire, il n'y a pas de contrôle technique à faire les 4 premières années. Par contre, s'il a plus de 4 ans, oui, là, vous devez effectuer un contrôle technique. Donc, le contrôle technique que vous devez faire, c'est tous les 2 ans. D'accord? C'est le contrôle technique classique avec les points les pneus, les éclairages, etc. Sauf que pour les utilitaires, vous avez aussi en complément pour les émissions de CO2, vous devez aussi faire un contrôle technique. Et vous devez faire cette sorte de contrôle technique entre les 2 années du contrôle technique classique. En gros, une année, vous allez faire le contrôle anti-pollution. L'année suivante, vous allez faire le contrôle technique. Donc finalement, passé les 4 ans, vous allez faire un contrôle technique tous les ans,
qui sera différent, mais tous les ans, vous aurez un contrôle technique à faire. Donc la réponse, c'était la réponse A. Donc ça, vous le retenez, c'est valable pour les utilitaires, pas de contrôle technique les 4 premières années. Ensuite, vous avez un contrôle technique tous les 2 ans pour la mécanique et un contrôle technique tous les 2 ans aussi pour les émissions polluantes. D'accord? Donc ça veut dire que tous les ans, vous en avez un. Une fois, ce sera pour la pollution, une fois, ce sera mécanique. Pollution, mécanique, pollution, mécanique. Donc, contrôle technique, tous les ans, réponse A. Notez-le, c'est à bien savoir parce que c'est vraiment des questions que vous pouvez retrouver, c'est spécifique aux utilitaires. Pour dégivrer le pare-brise, je verse de l'eau chaude. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enclenche le désembuage avant de gratter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok, allez, ça c'est les questions faciles, hein. Il n'y a pas de... Voilà, mon pare-brise est gelé, je vais pas verser d'eau chaude, surtout pas, sinon ça crée un choc thermique, ça peut le fissurer, c'est vraiment pas à recommander, donc non, réponse B. Est-ce que j'enclenche le désembuage avant de gratter? Bah oui, je démarre ma voiture, je mets le désembuage avant et arrière, et puis ensuite j'y vais, je gratte. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de gratter, et on arrive plus rapidement à avoir une bonne visibilité. Vous comprenez que c'est important parce qu'on ne prend pas la route si la visibilité n'est pas parfaite. Donc ça concerne le pare-brise, le rétroviseur extérieur, le pare-brise arrière et les vitres aussi sur les côtés avec les rétroviseurs. On doit avoir vraiment la meilleure visibilité possible pour pouvoir rouler en toute sécurité. L'utilisation du régulateur de vitesse permet de relâcher toute mon attention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allez, ça aussi c'est facile, Monsieur Code, il vous tend un piège. Alors, le régulateur de vitesse, c'est quoi? C'est une sorte de pilote automatique du véhicule. C'est ce qu'on utilise quand on est sur autoroute et qu'on fait des longs trajets, c'est-à-dire qu'on peut le programmer, par exemple, à 120 km/h, à 130 sur l'autoroute, et la voiture, elle reste à cette allure-là. Du coup, vous pouvez relâcher votre pied de l'accélérateur, mais par contre, vous devez continuer à conduire. Mais c'est un confort supplémentaire. Là, la question, bien sûr, Monsieur Code, il essaye de vous faire à l'envers. L'utilisation du régulateur de vitesse permet de relâcher toute mon attention. Non, rien ne permet de relâcher toute son attention. Il faut toujours être vigilant. C'est toujours vous qui conduisez et c'est l'humain le plus important dans la voiture. Donc, c'est une aide, ça facilite, mais ça permet certainement pas de se relâcher et de laisser faire et de laisser conduire la voiture toute seule. Donc, réponse B. Pour dépasser ce bus, je surveille principalement la zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Alors, voilà une situation intéressante. Donc, on est de nouveau sur les zones. Alors, bon, on va commencer par le A. Dans le rétroviseur, on voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de voie sur ma gauche, donc pas de souci. Ici, le B, on a un camion qui est en train de changer de voie et qui est en train de venir dans la voie de stockage, certainement parce qu'il va vouloir ensuite tourner à gauche. Alors, pour tous ceux qui psychotent et qui disent « oui, mais ça pourrait être dangereux, comme il vient par là, on sait jamais, etc. » Non, c'est pas on sait jamais, ce qu'on veut c'est la règle. Lui, il n'est pas dans notre voie, on est séparé par une ligne continue, c'est comme s'il y avait un mur. Ok, donc il est en train de changer de fil, pas de problème, on part du principe qu'il va changer de fil, mais que c'est pas dangereux pour nous, il va pas dans le même sens que nous. Ok, donc ne psychotez pas avec ça en vous disant c'est peut-être un piège, vaut mieux en mettre trop que pas assez, etc. Il faut mettre juste ce qu'il faut. Donc là, le B, non, c'est pas la priorité. Pour le C, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un bus qui est là.
Et oui, c'est ce qu'il faut surveiller, puisque déjà je suis en mouvement, vous voyez, je suis à 19 km/h, donc je m'approche du bus, et je vais devoir faire attention. En agglomération, je vous rappelle que le bus, il est prioritaire. À partir du moment où il a mis son clignotant, il s'engage. Et vous pouvez voir dans les grandes villes, que ce soit à Paris ou ailleurs, les bus en général, quand ils mettent leur clignotant, ils y vont. Hein. Ils savent qu'ils sont prioritaires, et voilà, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes peut-être dans le bus, mais quand c'est vous qui conduisez, il faut y faire attention. Donc en agglomération, ce qui n'est pas le cas hors agglomération. Hein. En agglomération, lorsque le bus met son clignotant, il est prioritaire, on doit lui céder le passage. Donc le danger, il est là. Il va falloir que je surveille que le bus ne s'engage pas en mettant son clignotant. S'il ne met pas son clignotant, eh ben, il va falloir que je vérifie qu'il n'y ait pas un piéton qui traverse par l'avant aussi. Ça, c'est le danger sur les bus. Donc la zone C, elle est importante et c'est elle que je dois surveiller. La zone D, c'est mon rétroviseur arrière, je vois qu'il n'y a personne, donc pas de souci. Donc pour dépasser ce bus, je surveille principalement la zone C. Je passe sans m'arrêter. Réponse A. Je contrôle vers l'arrière. Réponse B. Je ralentis afin de m'arrêter. Réponse C. Bon allez, là normalement il n'y a pas d'erreur, hein. Abusez pas, c'est pas compliqué, passage piéton, la piétonne est engagée, donc elle est prioritaire, pas de problème, il faut que je m'arrête. Alors par contre, est-ce que je contrôle vers l'arrière? Oui, je contrôle toujours avant. Lorsque je dois m'arrêter, je jette un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir si je suis pas collé ou pas, et surtout ça va influencer mon freinage. Est-ce que je vais le faire plus doux ou j'ai la possibilité de freiner un peu plus sèchement? Donc oui, je contrôle vers l'arrière, réponse B, et je ralentis afin de m'arrêter pour laisser passer le piéton. Je n'habite pas cette ville. Je suis autorisé à louer un vélo en libre service. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un vélo loué ici doit être rendu à cette même station. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors c'est bien, Monsieur Code, il pense à vous, il sait que vous n'avez pas encore le permis, donc il vous explique que vous pouvez faire du vélo, ce qui est sympa. En gros, si j'habite pas dans cette ville, est-ce que je peux louer ce vélo? Oui, c'est des vélos en libre service, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez le remettre dans la station la plus proche de chez vous et pas forcément celle où vous l'avez prise. Donc, est-ce que je suis autorisé à louer? Oui. Est-ce que un vélo loué ici doit être rendu à cette même station? Non. Donc A et D. Lors d'un accident, je signale l'accident uniquement avec les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le port du gilet de haute visibilité est facultatif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ok. Alors, lors d'un accident, je signale uniquement avec les feux de détresse. Donc, vous voyez, Monsieur Code, méfiez-vous des termes qu'il utilise, comme tout à l'heure obligatoirement. Là, il y a uniquement. Non, pas que les feux de détresse, uniquement. Réponse B. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre aussi le triangle. Donc, vous savez, le triangle, il faut le mettre au moins 30 mètres, à au moins 30 mètres minimum du véhicule. S'il y a un virage, il faut le mettre avant le virage, au sommet de côte, avant aussi, pour prévenir les autres usagers et éviter le suraccident. Le port du gilet jaune haute visibilité n'est pas facultatif, il est obligatoire. Et il est même conseillé d'en avoir plusieurs dans la voiture parce que si vous êtes deux ou trois et que vous avez du monde avec vous, il faut que tout le monde ait son gilet pour être visible par tous et éviter d'avoir un suraccident. Donc, je signale uniquement non B et non D. Donc B et D. Je me place sur la voie de droite. Réponse A. Je reste sur ma voie. Réponse B.
Je me place sur la voie de gauche. Réponse C. Alors, une question sur les placements. Intéressant. Donc, je me place sur la voie de droite, je reste dans ma voie, ou je me place à gauche. Donc, il faut d'abord observer la signalisation pour savoir ce qu'on doit faire. On voit ici qu'on a une ligne discontinue, mais avec un marquage qui est beaucoup plus épais. D'accord? Ça veut dire que c'est quoi? Que c'est une voie aménagée. D'accord? Alors, ça peut être une voie pour véhicules lents ou autre. En tout cas, ça veut dire que c'est pas une voie classique et normale et que je n'ai pas à y circuler. Donc, il reste plus que ces deux voies de circulation là. Je constate ici que je suis dans la bonne voie, celle la plus à droite, puisqu'on doit toujours rouler à droite. Donc, je reste sur ma voie, réponse B, puisque je suis bien placé. En circulant, ce témoin de couleur rouge s'allume au tableau de bord. Je m'arrête en sécurité le plus rapidement possible. Réponse A. Je continue ma route jusqu'à ma destination. Réponse B. Alors, voilà un témoin qui s'affiche sur notre tableau de bord. Vous connaissez les codes couleurs, il est rouge ou rouge, ça veut dire que arrêt dès que possible. D'accord? Si c'était orange, ça veut dire que c'est à contrôler. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Là, ce symbole-là, ça veut dire que le moteur est en train de chauffer, donc c'est d'autant plus dangereux. Donc, je m'arrête en sécurité le plus rapidement possible. D'accord? Alors, en sécurité, c'est important. Je vais pas m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, parce que c'est très dangereux et la durée de vie sur la bande d'arrêt d'urgence est très courte. Mais je vois ici qu'il y a une aire de repos, une station-service pas très loin. Donc, dès que je peux, je m'y arrête pour y être en sécurité. Donc, réponse A. Le bus a actionné ses clignotants gauche. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je continue dans ma voie. Réponse B. Je me place sur la voie de gauche. Réponse C. Ok, bah, je vous ai donné la réponse un petit peu tout à l'heure. Hein. Donc là, on voit qu'on est en agglomération, le bus a mis son clignotant, donc il est prioritaire, on doit lui céder le passage. Ça, c'est la règle. Donc, ensuite, on nous parle de la situation. Donc, le bus a actionné ses clignotants gauche. Est-ce que je m'arrête immédiatement? Oui, il est prioritaire. Est-ce que je continue dans ma voie? Non, je dois m'arrêter et lui céder le passage. Est-ce que je me place sur la voie de gauche? C'est aussi une possibilité, ça aurait pu lui faciliter son changement de fil, sauf qu'on constate que la situation ne me le permet pas. D'accord? Donc attention si vous êtes fait avoir, là, dans ces choses-là, quand on vous demande de changer de voie ou autre, il faut bien observer vos rétroviseurs, c'est très important pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. 1. La règle, 2. La situation. La règle, clignotant, en agglomération, le bus est prioritaire, je m'arrête. Est-ce que je change de voie? La situation, elle ne me le permet pas, donc je le fais pas. Donc, je m'arrête immédiatement. Réponse A. J'attache ma ceinture de sécurité de préférence. Avant le réglage du siège. Réponse A. Après le réglage du siège. Réponse B. Ok, question de logique. Hein, c'est facile. Vous rentrez dans la voiture, vous devez faire vos réglages du siège, le dossier, etc. Forcément, c'est plus facile de le faire quand vous n'êtes pas attaché que quand vous êtes attaché. Donc, vous faites tous vos réglages et ensuite, vous mettrez votre ceinture de sécurité. Donc, après le réglage du siège, réponse B. La commande pour désactiver l'airbag passager se trouve au même endroit sur tous les véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Alors, l'airbag passager qui est important puisque c'est un outil de sécurité. Alors, pourquoi ça s'active ou ça se désactive? Parce que quand vous avez un enfant et un bébé notamment, au début, on le met à l'avant. Donc, si vous le mettez à l'avant avec son siège bébé et que l'airbag se déclenche, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, on a la possibilité de le désactiver. D'accord? En général, ça se trouve dans la boîte à gants ou ça se trouve sur la boîte à gants. Mais c'est pas forcément toujours au même endroit. C'est à peu près dans la même zone, mais pas toujours au même endroit. Donc, au même endroit, non. Réponse B. Si un usager vient à ma droite, je lui cède le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je laisse mes feux stop allumés. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, règle de priorité. On a notre panneau qui est là. Il est à connaître par cœur. Les panneaux de priorité, vous ne devez pas hésiter là-dessus. Donc, on voit bien que là, c'est un panneau triangulaire, un panneau danger qui nous indique qu'il y a une priorité à droite. Donc, à cette priorité, je devrais céder le passage. Donc, si un usager vient à ma droite, je lui cède le passage, oui. Est-ce que je laisse mes feux de stop allumés? Alors, les feux de stop, c'est pas quelque chose qui s'allume. Les feux de stop s'allument dès que vous freinez. D'accord? Pourquoi? Parce que le véhicule ralentit et il faut que l'autre derrière sache que vous êtes en train de ralentir parce que quand vous êtes en train de conduire, vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte que le véhicule devant perd de la vitesse. C'est pour ça qu'on a les feux de stop. Donc les laisser allumer, ça veut dire faire un freinage en continu pour que l'autre derrière puisse savoir qu'on est en train de ralentir. On le voit ici, puisqu'il est un peu loin du panneau, il l'a peut-être pas encore vu. Donc ça permet de communiquer avec ceux autour de nous et d'ajouter un peu plus de sécurité. Donc est-ce que je laisse mes feux de stop allumés? Oui, réponse C. Donc c'est A et C. Aucun usager ne vient sur la chaussée abordée. Ce conducteur doit obligatoirement marquer l'arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, c'est une question intéressante parce que vous voyez que c'est une vidéo, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de signalisation. C'est un carrefour qui semble dangereux. Mais au final, vous vous rendez compte que, Monsieur Code, vous voulez juste savoir si vous connaissiez les définitions des panneaux, et notamment du panneau stop. Donc, un usager, peu importe, est-ce que je dois obligatoirement marquer l'arrêt? Quand il y a un stop, on marque l'arrêt obligatoirement. Donc, oui, réponse A. Ensuite, il nous demande si on est bien placé, si le véhicule est bien placé pour tourner à gauche. Là, vous voyez qu'il est au milieu de la voie. Donc, il n'est pas bien placé. Si je vais à gauche, je serre le bord gauche. Si je vais à droite, je serre le bord droit. Donc là, il aurait dû se placer plutôt ici, là, et là, il aurait été bien placé, puisque son véhicule aurait été déjà un petit peu dans le sens pour pouvoir s'engager en toute sécurité. Ok? Donc réponse A et C. Définition de panneau. Toujours, Monsieur Code, c'est toujours la définition du panneau ou la définition du marquage au sol. Sur ce véhicule, pour activer l'essuie-glace arrière, je dois monter la commande. Réponse A. Descendre la commande. Réponse B. Tirer la commande. Réponse C. Tourner l'extrémité de la commande. Réponse D. Alors pareil, Monsieur Code, il est en train de vous apprendre les commodos qu'on va utiliser lors de la conduite. Donc sur ce véhicule pour activer l'essuie-glace arrière. Donc on voit bien ici que le dessin qui est indiqué là correspond à l'essuie-glace arrière. L'essuie-glace avant, c'est celui-ci. D'accord? Il a cette forme-là alors qu'il est plutôt rectangulaire à l'arrière.
Donc, on voit que là, il est sur le 0. Ensuite, si vous le mettez là, ça veut dire qu'il va commencer à s'activer. Et si vous descendez encore, ça veut dire qu'il va y avoir du lave-glace qui va être projeté dessus. Donc, vous allez devoir prendre l'extrémité du commodo et le tourner. Donc, monter la commande, non. La descendre, non. La tirer, non plus. Tourner l'extrémité de la commande. La montée, ça déclencherait les essuie-glaces. La descendre, les arrêter. Essuie-glace avant. Tirer sur la commande, c'est pour envoyer du lave-glace sur le pare-brise avant. Et tourner l'extrémité qu'on a là, et ben à ce moment-là, c'est pour l'essuie-glace arrière. Voilà, si vous êtes trompé, si vous ne le saviez pas, il fallait le savoir, maintenant vous le saurez. Allez, accrochez-vous, on y est presque, on continue, concentration, on essaie de ne pas faire de faute. Durant un long trajet, mes passagers critiquent en permanence ma conduite et cela me perturbe. Je continue et tente de les convaincre qu'ils ont tort. Réponse A. Je fais une pause pour m'expliquer avec eux. Réponse B. Je continue sans rien dire. Réponse C. Alors, vous faites un trajet et on est en train de vous critiquer. Ok, donc, bon, Monsieur Code, il veut vous faire comprendre que ça sert à rien que vous soyez en train de vous embrouiller dans la voiture alors que vous êtes en train de rouler peut-être sur l'autoroute à 130 km/h et que si vous avez quelque chose à dire, il vaut mieux s'arrêter et s'expliquer. D'accord? Après, s'ils sont en train de critiquer votre conduite, vous vous arrêtez, vous leur dites d'aller boire un café, vous vous sauvez, vous les laissez là, et comme ça, eux qui conduisent pas, ils arrêteront de vous critiquer, ils devront prendre le bus, ça va les détendre. On aurait pu rajouter là en réponse D. En tout cas, on fait une pause pour s'expliquer avec eux. Je continue sans rien dire non parce que ça va vous monter à la tête, vous allez être énervé, ça va avoir une influence sur votre fatigue et sur votre conduite. Donc réponse B. Je surveille le comportement des véhicules. Devant moi. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Derrière moi. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, situation de dépassement. Donc, on est sur une chaussée à 2 voies séparées par un terre-plein central. D'accord? Donc, en tout 4 voies, terre-plein central, donc limité à 110. Je surveille le comportement des véhicules devant moi. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un camion, il a mis son clignotant, parce qu'il y a un autre camion qui est en train d'aborder la voie d'accélération et qui va sûrement vouloir s'insérer sur la voie rapide. Donc oui, je le surveille parce que peut-être qu'il va vouloir changer de fil et se mettre dans la voie de gauche pour lui faciliter son entrée. Ok? On constate qu'il n'y a que 2 voies, donc les camions ont le droit de venir sur la deuxième voie. Par contre, sur autoroute, lorsqu'on a 3 voies, ils peuvent utiliser la voie la plus à droite, celle du milieu, mais jamais celle de gauche. Donc des fois, Monsieur Code, il peut aussi vous piéger avec ça sur certaines situations sur l'autoroute, en mettant le camion sur la voie du milieu avec le clignotant à gauche. Mais là, c'est pas le cas puisqu'il y a 2 voies. Donc est-ce que je le surveille devant moi? Oui, bien sûr, parce qu'il va peut-être changer de voie pour faciliter l'entrée. Derrière moi, bah oui, derrière moi aussi, puisque je vois que j'ai un véhicule qui est là et qui arrive. Donc comme je vais devoir ralentir pour laisser passer le camion, eh ben, il va falloir que je surveille pour voir qu'il a bien compris que je ralentis, peut-être lui faire un appel de feu de stop pour qu'il comprenne que je suis en train de freiner et qu'il adapte son allure pour qu'il n'y ait pas de problème d'accident. Voilà, donc réponse A et réponse C. Les véhicules électriques contribuent à réduire la pollution sonore et atmosphérique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ok, question facile. Là, faut pas se tromper. C'est des points gratuits. Un véhicule électrique, par définition, il n'a pas de moteur, il fait pas de bruit, donc pas de pollution sonore.
atmosphérique, il dégage pas de fumée d'échappement, de CO2 et autres. Donc pas de problème de ce côté-là aussi. Donc les véhicules électriques contribuent à réduire la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Avec le permis B, je peux conduire un véhicule comportant 8 places passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, Monsieur Code est toujours aussi vicieux, parce qu'il vous demande est-ce que je peux conduire un véhicule comportant 8 places passagers, et plus vous, donc ça fait 9. Donc il faut savoir qu'avec votre permis P, vous pouvez conduire à 9 places. Vous savez, c'est les petits, les petits camions avec 3 places derrière, une autre banquette de 3 places, plus devant. Donc, pardon. Donc, vous pouvez conduire jusqu'à un véhicule de 9 places. Donc, ça fait 8 passagers plus vous, avec votre permis B. Vous pouvez aussi conduire les camions là de déménagement qu'on retrouve. Donc, vous voyez, un 9 places, un gabarit qui est même un petit peu plus petit que les gros camions de déménagement. Donc, avec le permis B, vous pouvez aussi le conduire. Donc, réponse A. Ces balises signalent une succession de virages à venir. Réponse A. La présence d'un virage. Réponse B. Placées haut, elles concernent uniquement les véhicules de grand gabarit. Réponse C. Tous les véhicules. Réponse D. Alors, donc, ces balises qui sont là, une succession de virages à venir, non. Vous savez, ça c'est le panneau de danger avec la forme en zigzag, avec la route qui fait succession de virages. Là, c'est pas le cas, c'est un panneau carré qui vous donne une information et qui vous indique donc qu'il y a la présence d'un virage. C'est l'information qui vous est donnée. Donc, réponse B. Placée en haut, est-ce qu'elle concerne uniquement les véhicules de grand gabarit ou tous les véhicules? Non, elle concerne tous les véhicules. Par contre, ils sont mis en hauteur au début pour que ceux qui arrivent de loin puissent le voir et que vous soyez prévenus rapidement et que vous puissiez adapter votre allure. Donc ceux qui sont mis en haut, c'est juste une question de visibilité et ce n'est pas exclusivement destiné aux véhicules de grand gabarit, mais à tous les véhicules. Donc B et D. Je circule plus vite que le camion situé sur la voie centrale. Je continue à la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Allez, c'est une règle importante et connue de tous. On ne dépasse jamais par la droite. Jamais, jamais, jamais. C'est interdit. Donc là, je vois bien que je suis sur autoroute avec les panneaux bleus. Il y a 3 voies. Je suis dans la voie la plus à droite. On me dit que je circule plus vite que le camion. Donc, est-ce que je continue à la même allure? Certainement pas, sinon je vais devoir le dépasser. En le dépassant, en m'avançant, je risque de me retrouver dans son angle mort, ce qui peut créer un danger. Est-ce que je ralentis? Oui. Est-ce que j'accélère? Non. Pourquoi je ralentis? Je vais laisser passer le camion et ensuite, si je veux le déplacer, je vais utiliser les voies qui sont à gauche, mais certainement pas en le dépassant par la droite, ce qui est totalement interdit. Les risques d'accident sont augmentés en cas d'utilisation du téléphone par les piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les automobilistes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Allez, même système, Monsieur Code, il est en train de vous donner des informations, de vous apprendre des choses, de faire travailler votre perception. Oui, bon, forcément, quand on est au téléphone, en cas d'utilisation, bah, c'est plus dangereux pour les piétons et pour les automobilistes, que vous soyez en voiture ou sur la route. On a une intention qui est moins importante, donc c'est plus dangereux. Donc réponse A et C. Suite à une formation en conduite supervisée, je dois apposer le A à l'arrière de ma voiture. Sur une période de 2 ans, réponse A. Sur une période de 3 ans, réponse B. Ok, alors vous avez fait une formation en conduite supervisée. La conduite supervisée, c'est quoi? C'est la même chose que la conduite accompagnée, sauf qu'il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez le faire beaucoup plus tard. La conduite supervisée, par exemple, vous passez votre permis, vous le ratez, et puis pour pas attendre trop longtemps parce qu'il y a des délais, vous pouvez conduire, mais supervisé par quelqu'un qui a le permis à côté de vous. Donc, suite à une formation en conduite supervisée, je dois apposer le A à l'arrière de ma voiture pendant 3 ans. Que ce soit que vous ayez votre permis B normal ou en supervisé, c'est 3 ans. Vous pouvez avoir le A collé derrière pendant 2 ans que quand vous êtes passé par la conduite accompagnée AAC. Là, c'est 2 ans, mais pour le reste, c'est 3 ans. Donc, réponse B. Le danger principal se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Ah, même question que tout à l'heure. Donc là, normalement, il n'y a pas d'erreur. J'espère que vous n'êtes pas trompé. Alors, on commence avec la zone A. La zone A, rétroviseur, voie de gauche, il n'y a personne, ça ne nous intéresse pas. La zone B, on voit qu'il y a des piétons. Ils sont dans la voie d'à côté. Ils sont en train de marcher gentiment. Bon, a priori, il n'y a pas de danger particulier. D, rétroviseur à l'arrière, je vois qu'il n'y a personne. Et même système, j'ai un bus qui est là à côté, qui est très proche de moi, donc c'est le danger qui est immédiat. Déjà, donc avant de regarder ce qui se passe plus loin et commencer à observer un danger qui est loin, je vais prendre le danger le plus proche et le plus immédiat qui me concerne. Donc c'est le bus qui est là, et éventuellement, pareil comme tout à l'heure, celui qui descend du bus et qui sort par devant. Donc la zone de danger principale, c'est celle-ci, et ensuite, on se concentrera plus sur les piétons qui sont là et les piétons qui sont devant. Mais la priorité, c'est la zone C en priorité. Sur la plupart des véhicules, il existe une sécurité anti-vol au niveau du volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, tous les véhicules ont un système d'antivol. Quand vous mettez la clé, quand vous serez dans la voiture avec le moniteur, vous mettrez le contact. Parfois, c'est bloqué et il faut bouger un petit peu le volant et tourner la clé en même temps pour que ça se débloque. C'est pour éviter les vols et pour éviter de pouvoir déplacer le véhicule trop facilement. Donc ça, chaque véhicule là. Existe une sécurité au volant. Oui, réponse A. Les piétons bénéficient du feu vert. Réponse A. J'utilise mon avertisseur sonore. Réponse B. Je me prépare à m'arrêter. Réponse C. Alors,
Le feu est vert pour nous, donc on a dit tout à l'heure que quand c'était vert et qu'on continue tout droit, on est prioritaire, les véhicules de gauche et de droite ont le feu rouge, donc on est tranquille, et les piétons aussi ont le feu rouge. D'accord? Donc est-ce que les piétons bénéficient du feu vert? Non, normalement là ils ont le feu rouge. Après ils se sont engagés, ça peut vous arriver, vous êtes piéton aussi, je suppose que vous l'avez fait de temps en temps. Donc ils se sont engagés, est-ce que j'utilise mon avertisseur sonore même si vous en avez envie parce que ça vous fait vous arrêter? Il ne le faut pas, ça sert à rien. L'avertisseur sonore, il est à utiliser uniquement en cas de danger immédiat. Donc, je suis un gentleman, je patiente. Est-ce que je me prépare à m'arrêter? Oui. Puisqu'ils sont engagés, je vais m'arrêter, je vais les laisser traverser complètement et ensuite je vais pouvoir m'engager. Même si c'est moi qui est prioritaire, je le ferai quand même. En règle générale, je dois céder le passage à un véhicule de transport en commun quittant son arrêt. En agglomération. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Hors agglomération. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Là, celui qui se trompe, il faut qu'il se concentre un petit peu plus. Hein. Allez, j'espère que vous n'avez pas déconné, que vous avez bien répondu. On l'a dit plusieurs fois dans le test. Donc en agglomération, les bus sont prioritaires et hors agglomération, les bus ne sont pas prioritaires. Donc je dois céder le passage aux véhicules de transport en commun quittant son arrêt. En agglomération, oui. Hors agglomération, non. J'espère que vous n'êtes pas trompé. Je tourne à droite à cette intersection. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je maintiens mes feux stop allumés. Réponse B. Je porte mon regard vers la droite. Réponse C. Alors, je tourne à droite. Très bien. Donc, est-ce que je fais un appel lumineux? Alors, un appel lumineux à qui? Là, il n'y a personne. Celui devant, ça ne le regarde pas. Là, on a un véhicule qui arrive à droite, mais on voit ici qu'il a un stop. Donc, il va devoir marquer l'arrêt complètement et nous laisser passer. Pourquoi on lui ferait un appel lumineux? Il n'y a aucune raison. L'appel lumineux, c'est une façon de communiquer. Au contraire, ce serait encore plus dangereux puisqu'il pourrait comprendre ça comme on le laisse passer. Allez-y, engagez-vous et passez. Donc, pas d'appel lumineux. Est-ce que je maintiens mes feux de stop allumés? Donc, vous vous rappelez, les feux de stop, c'est quand on freine. Les feux à l'arrière s'allument pour prévenir celui qui est derrière. On constate ici dans le rétroviseur qu'effectivement, il y a un véhicule, qu'il est un peu proche. On est hors agglomération, donc on doit rouler à 80 km/h. Et ça peut être assez rapide. Donc, je garde mes feux de stop allumés pour qu'il puisse bien comprendre que je vais devoir tourner et qu'il anticipe mon ralentissement. Je porte mon regard vers la droite, bah oui, forcément, je vais tourner à droite, donc je regarde mon virage et pour pouvoir calculer ma trajectoire. Donc, réponse B et réponse C. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, vous connaissez ma théorie, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Vous savez, l'examen du code, c'est 40 questions. On en a une trentaine qui est plutôt simple. C'est des définitions de panneaux, c'est de la signalisation, c'est des choses claires. Il ne faut pas perdre de joker sur ça. Pour que les 10 questions qui sont un petit peu plus difficiles, vous ayez la possibilité de vous tromper 5 fois. Et du coup, là, ça devient jouable. Mais si vous perdez des points, ou si vous perdez des jokers sur des questions qui sont simples et évidentes, quand vous allez arriver sur les questions difficiles, vous n'aurez plus beaucoup de choix pour ne pas vous tromper. Donc il faut essayer de ne pas se tromper sur des questions comme celle-là, où c'est très clair, il y a un piéton qui arrive, je le klaxonne, non, certainement pas, ça sert à rien, réponse B. Est-ce que je m'arrête immédiatement? Oui, je m'arrête, parce que là, on voit bien que c'est serré, j'ai même pas 1 mètre pour laisser la distance, vous savez, en ville, quand vous dépassez, il faut 1 mètre d'intervalle, je les ai pas.
Donc je m'arrête, je le laisse passer tranquillement et ensuite je vais pouvoir m'engager. Ça fait partie des 30 questions qui sont faciles. Vous ne devez pas perdre de joker là-dessus. Ok? Donc tous ceux qui ont psychoté en se disant est-ce que je m'arrête là ou un peu après, ou peut-être que j'ai le temps, j'ai pas le temps, je le klaxonne pour lui indiquer. Non, psychotez pas. Là c'est de la règle, c'est facile, monsieur Code, il veut une réponse claire. Il ne faut pas perdre de joker sur des questions comme celle-ci. Si je ne m'arrête pas alors que je viens de causer un accident, j'encours. Une perte de 3 points. Réponse A. Une forte amende. Réponse B. Une peine de prison. Réponse C. Voilà, une question comme celle-ci, par exemple, qui fait partie des 10 qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, il faut juste le savoir, mais si vous avez un accident et que vous ne vous arrêtez pas, c'est un délit de fuite. Un délit de fuite, c'est grave et c'est important. Vous pouvez encourir une peine de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ok, donc ça, il faut le savoir. Une forte amende, réponse B, et une peine de prison, réponse C. Le chargement du véhicule ne doit pas masquer les feux ou la plaque d'immatriculation. Réponse A. Nuire à la visibilité du conducteur. Réponse B. Dépasser l'aplomb arrière. Réponse C. Allez, pareil, c'est un petit peu de logique. Donc quand on charge son véhicule, la règle, c'est que ça ne doit pas masquer les feux, puisque si vos feux à l'avant ou à l'arrière sont cachés, ben, ça veut dire que vous allez manquer de visibilité ou alors ne plus être vu par les autres. Ça, c'est pas bon et c'est dangereux. Masquer la plaque d'immatriculation, pareil, c'est une amende, la police peut vous arrêter, il faut toujours qu'on puisse identifier un véhicule. Nuire à la visibilité du conducteur, bah forcément, si vous en mettez partout et que votre visibilité, vous voyez plus rien à l'arrière et sur les côtés par exemple, vous n'avez pas tous vos moyens pour conduire en toute sécurité. Dépasser l'aplomb à l'arrière, donc l'aplomb de la voiture, non plus, puisque parfois, comme vous le voyez sur certaines voitures, il peut y avoir des planches ou une échelle qui dépasse. Il suffit d'y ajouter une lumière au bout, mais vous pouvez dépasser l'aplomb de la voiture. Donc c'était la réponse A. Et la réponse B. Toujours, on est dans 1, la règle, et 2, le danger. En cas de dépistage positif de stupéfiants, les forces de l'ordre peuvent soumettre le conducteur à un dépistage d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous êtes arrêté par la police, on vous fait un dépistage positif aux stupéfiants, c'est-à-dire que vous avez consommé de la drogue. Bah oui, forcément, c'est le combo idéal, donc vous avez des stupes, et bah derrière, on vous fait le dépistage pour l'alcoolémie. Et inversement, vous avez de l'alcoolémie, on vous fait le dépistage pour les stupes. Donc il faut savoir si vous êtes sous l'emprise des deux à chaque fois. Donc oui, réponse A. Dans ce tunnel hors agglomération, j'allume. Les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux de brouillard avant. Réponse D. Alors, un tunnel. Donc on voit ici qu'on a un panneau rond à fond bleu, donc c'est une information, on nous demande une obligation, pardon, on vous demande d'allumer vos feux. Ok, très bien. Vous voyez que Monsieur Code, dans l'intitulé, il vous dit que vous êtes hors agglomération.
Parce qu'il y a une différence en agglomération et hors agglomération, on va le voir après. En feu de position seul, non. C'est pas assez. Les feux de position, ils servent à être vus par les autres, mais ils permettent pas de voir plus loin. Les feux de croisement, oui. On voit bien ici qu'on va avoir besoin des feux de croisement, même si le tunnel est éclairé. Les feux de route, non, on n'utilise pas de feux de route dans un tunnel. D'accord, ça éblouit énormément et ça peut être dangereux pour les autres. Les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant, là, ils vont pas nous aider. Donc, vous connaissez le système mnémotechnique, les feux de brouillard avant, c'est la BNP. On les utilise, les feux de brouillard avant, BNP, brouillard, neige et pluie. Ok, pluie, c'est plutôt forte pluie. Donc, quand il y a du brouillard, de la neige ou de la pluie, on met les feux de brouillard avant. Et à l'arrière, c'est les BN. Les petits gâteaux, vous connaissez. Donc, les BN, c'est brouillard et neige. Donc, à l'avant, c'est la BNP. À l'arrière, c'est les BN. Ok. Donc, les feux de croisement sont obligatoires dans les tunnels hors agglomération. Sauf que, en agglomération, dans un tunnel bien éclairé, les feux de position seuls peuvent suffire. Comme on peut rouler dans une agglomération bien éclairée en feu de position seul aussi. Mais c'est que en agglo et pas hors agglo. Donc là, la réponse, c'était la réponse B. Voilà, la dernière question, allez, accrochez-vous. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Posez-vous les deux questions. Alors, mes deux questions, c'est quoi? C'est la règle et la situation. Là, on voit qu'il y a un véhicule qui est sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, je dois ralentir. D'accord? Je ralentis. Pourquoi? Pour faciliter le croisement avec ce véhicule-là, parce qu'un véhicule qui est arrêté et un véhicule qui roule à chaussée à deux voies séparée par un terre-plein central à 110 km/h, ça fait un appel d'air qui est important. Donc, je ralentis pour diminuer cet appel d'air. Ensuite, il nous ajoute une question où il nous demande, en fonction de la situation, ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. On nous dit, est-ce que je peux changer de voie? À ce moment-là, il faut que j'analyse. Je vois que derrière, là, dans mon rétro, j'ai personne. Dans mon rétro, là, de gauche extérieur, je constate aussi que dans la voie d'à côté, il n'y a personne. Donc, effectivement, oui, je peux changer de voie et en même temps, ça facilitera au véhicule arrêté. Il y aura encore moins d'appel d'air et ce sera encore plus facile. Ok? Donc, je ralentis. Oui, réponse A. Je change de voie. Oui, réponse C. Voilà, c'était la question 40, la dernière. Je vous laisse compter vos fautes. J'espère que vous n'en avez pas fait de trop et que vous pourrez très vite passer votre code et l'avoir, bien sûr. N'hésitez pas à refaire le test, à noter un petit peu les petites exceptions et autres qu'on a vues ensemble. C'est les tests que vous allez rencontrer à votre examen, c'est les tests 2022. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de perceptions dessus, où on essaye de commencer à vous apprendre les situations qui sont dangereuses, qui ne le sont pas, d'avoir la bonne attitude, on l'a vu avec les piétons, de vous arrêter, d'éviter de vous retrouver en difficulté sur des choses qui seraient pas plus dangereuses que ça. Donc refaites-le, refaites-en, il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, mais bon, abonnez-vous comme ça à chaque fois qu'il y a un test, vous l'aurez et vous pourrez continuer. Et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite et pour votre futur examen de code, et pour qu'on puisse se retrouver rapidement en voiture. Voilà, merci à tous et à bientôt.